ক্ষান্ত বুড়ির দিদি শাশুড়ির 3 বোন থাকে কালনায়, শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়, হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়। পাশে দোষ ধরে নিন্দুকে, নিজে থাকে তারা লোহা সিন্ধুকে। টাকা কড়িগুলো রোদ পাবে বলে রেখে দেয় খোলা জানলায়। Le 5 août 1961. Perfection dans le travail. Nous n'avons pas. Enfin voilà. Mahalakshmi, ça veut dire succès. Demain, je descends. Ah oui? Ah, tu ne sais pas? C'est dimanche demain. Ah oui? Oui, mais je distribue les saris et puis les gamchas. Tu sais ce que c'est qu'un gamcha? Je crois que c'est une serviette, non? Oui. Une serviette avec des trous dedans. Ils s'en servent généralement pour aller au bain. Ils se mettent ça. Ça ne suit pas très bien. Mais enfin, ça peut servir. Ça peut servir à envelopper. Voilà mon petit. Tu as des questions? Plus beaucoup. Pas grand-chose. Non, des petits détails, des petites choses. Bon. Je sais pas si tu veux. Tiens, donne-moi les entrées qui sont insupportables. Alors? Non, par exemple, il y a un point ce sont plutôt des petits détails. Tu parles du renversement de conscience. Oui. Est-ce que c'est synonyme de la réalisation psychique, le renversement? Parce que dans un entretien où tu en parles, tu lis les deux choses. Le renversement de conscience et la découverte de l'être psychique. C'est la même chose. C'est le résultat de la découverte. C'est le résultat de la découverte de l'être psychique. En fait, c'est le résultat de l'union avec l'être psychique. Non, je voulais savoir ça. Un autre point de détail, Sri Aurobindo parle à plusieurs endroits du circumconscient, tu sais. Du circumconscient, environmental consciousness. Est-ce que c'est il dit que c'est par là que se font les contacts avec les autres. Est-ce que c'est synonyme du physique subtil, de l'enveloppe? Qu'est-ce que c'est que ce circumconscient? Ça veut dire la conscience environnante, il Oui, c'est ça. Environmental consciousness. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle en français le milieu? Oui, non, mais le milieu, c'est pas une chose personnelle. Ça, il en parle comme d'une chose personnelle. Il y a un subconscient, un conscient, un subliminal, il y a un circumconscient. Oh. Il faut peut-être que je t'amène le passage, oui, il en parle. Oui, parce que je ne comprends pas très bien. Oui. Il y a n'est-ce pas, le physique subtil et déborde de beaucoup le corps. Et il y a encore ce que Théon a appelé le sous-degré nerveux, c'est-à-dire l'intermédiaire entre ce physique subtil et le vital. N'est-ce pas? Et cet intermédiaire agit comme une protection. Si c'est en équilibre et harmonieux, fort, et ça vous protège. Ça vous protège même physiquement, par exemple de la contagion des maladies, même des accidents. Moi j'ai eu l'expérience de ça comme ça. Quand
quand j'habitais au Val-de-Grâce. C'était l'année où j'avais résolu que que j'aurais l'union avec l'être psychique. Et j'étais du matin au soir, du soir au matin concentrée avec ça. Et j'allais passer toujours quelque temps au jardin du Luxembourg, qui était tout à côté. Mais pour ça, il fallait pas descendre toute la rue du Val-de-Grâce et traverser le boulevard Saint-Michel, je crois. Et là, c'est-à-dire tramway, voiture, auto, omnibus et tout tremblement. Et moi, je restais dans ma concentration. Et une fois, en traversant, j'ai senti un choc à peu près à cette distance-là de mon corps, un peu plus que le bras étendu. Et spontanément, j'ai sauté en arrière, juste assez pour que le tramway passe. J'avais rien entendu, j'étais tout absorbée, n'est-ce pas? Et sans ça, j'étais sûrement dessous. Mais avec ça, j'ai juste sauté, n'est-ce pas, comme ça, et le tramway a passé. Alors j'ai compris que c'était tout à fait, c'était une chose tout à fait concrète, n'est-ce pas? C'était tout à fait concret. J'ai senti un choc, n'est-ce pas? Pas l'idée du danger, un choc matériel. Alors, ça c'est vrai. Donc ça c'est fort et pas abîmé. Mais par exemple, n'est-ce pas, si on se fatigue trop, si on s'inquiète, si on s'agite, n'est-ce pas, quoi que ce soit qui amène un désordre dans l'atmosphère, alors ça fait comme s'il y avait des trous et n'importe quoi peut entrer. Peut-être que c'est de ça qu'il parle, je ne sais pas. Mais c'est pas le physique subtil. C'est juste autour du physique subtil. Il y a d'abord le physique subtil et après... Oui, physique subtil, il est visible. Il est visible, oui. Tu sais, quand il fait très chaud, qu'il y a cette espèce de vibration, de chaleur, c'est ça le physique subtil. C'est une des formes du physique subtil. Mais le physique subtil, c'est juste comme ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont sensibles dans le physique subtil. On met sa main là, ils le sentent. Il y en a d'autres, ils ne s'en aperçoivent pas. Il y a des gens, n'est-ce pas, on met sa main comme ça, ils le sentent tout de suite. Ça dépend de la sensibilité du physique subtil. Et ça, c'est juste autour. C'est comme une enveloppe. Et c'est comme une enveloppe, si elle n'a pas de déchirure, c'est une magnifique protection. Les gens qui ont, ça ne dépend pas d'aucune raison spirituelle ou intellectuelle, ou d'intelligence spirituelle. Ça dépend d'une harmonie avec la nature et la vie. Et d'une sorte d'équilibre dans l'être matériel. Ce sont des gens qui généralement se portent presque toujours bien, et puis qui réussissent dans ce qu'ils font. Pas des réussites intellectuelles, n'est-ce pas, enfin, qui font un travail et ça vient bien, ils veulent rencontrer quelqu'un, ils le rencontrent, des choses comme ça, mais tout ça sur ce plan-là. Ça doit être ça, je suppose.
C'est ce qui nous aide à rentrer en contact avec les autres. C'est qu'à travers ça... Ah oui. Mais si on... Quand on est sensible, mon petit, mais si on est dans une foule, serrer les uns contre les autres, ça devient intolérable. À cause de ça. C'est mélangé, alors c'est horrible. On a un sentiment d'intrusion suffocante. Comme si on était au-dedans des choses que l'on n'a pas choisi d'avoir près de soi. C'est tout. Oh, il y a aussi un détail que je voulais te demander. Est-ce qu'il y a une différence entre le sommeil et la mort? Est-ce que c'est la même chose? La mort et le sommeil? Oui, non. C'est pas la même chose. Non. C'est à cause du Bouddha que tu demandes ça, tiens. Non, parce que je me demandais, après tout, quand tiens, j'y ai pensé. J'y ai pensé il y a 1 ou 2 jours. Tout d'un coup, ça m'est venu. Je me suis dit, tiens, pourquoi? Je me suis souvenu que le Bouddha, avant de s'en aller de chez lui, avait passé dans les chambres et avait vu sa femme et ses parents endormis et qu'il a dit, il a eu l'impression que c'était comme s'ils étaient morts. De mort. Et c'est là qu'il est question du sommeil qui est comme la mort. Mais c'est pas comme la mort, le sommeil. On n'est plus dans son corps. Quand on dort, on n'est plus dans son corps. Le reste s'en va comme au moment de la mort, non? Non. Non. Non? Non, non, pas du tout. Non. Non. L'état cataleptique. L'état cataleptique de transe, ça c'est comme la mort. Non, parce que... Excepté le lien qui reste, il ne reste qu'un lien. Alors on est tout sorti. Mais le corps devient cataleptique quand on est tout sorti. Autrement, là, tout ce qu'il y a de plus matériel dans le vital, il reste là. Non, ce que je veux dire, les endroits où l'on va dans le sommeil, ce sont les mêmes endroits où l'on va après la mort. Non. La plupart du temps, à très peu d'exceptions près, dans le sommeil, on est en contact avec tout ce qui remonte du subconscient. Un subconscient cérébral, un subconscient émotif, un subconscient matériel, mais il y a et ça, n'est-ce pas, c'est ça qui fait tous les 99,5 des rêves que les gens ont. Quelquefois, le mental va se promener. Il va se promener. Généralement, le mental va se promener. Mais, comme j'ai dit, 99 fois sur 100, on ne se souvient pas. Quand il revient, on ne se souvient pas parce que le lien n'est pas proprement établi. Maintenant, le but du sommeil, c'est de reprendre contact avec la conscience de Satchitananda. Mais je ne crois pas qu'il y ait une personne sur 100 qui le fasse. Ils entrent beaucoup plus dans une inconscience que dans Satchitananda. Ouais, Mais il n'y a pas de sommeil pareil, mon petit. C'est la même chose qu'il n'y a pas de mort, mais c'est différent. Parce que ce sont des états différents. Les états sont différents.
tant qu'on a un corps, l'état n'est pas le même que quand on... Il y a une période de 7 jours après que les docteurs ont déclaré que vous êtes mort, vous êtes encore dans un état comme ça, intermédiaire. Mais l'état de mort, en tant que mort, c'est tout à fait différent. Ça, parce que il n'y a plus cette base physique. Oui. Mais n'est-ce pas? Une fois, ça m'est arrivé 2 fois, mais la seconde fois, je n'en suis pas sûre parce que j'étais toute seule. Tandis que la première fois, c'était à Tlemcen et j'étais avec Théo. Et mon corps était en état cataleptique et j'étais en transe consciente. Mais cet état cataleptique est, comment on dit en anglais, qualifié, dans le sens que mon corps parlait. Je pouvais parler très lentement, mais je parlais. Et on m'avait appris, n'est-ce pas? Il m'avait appris à le faire. Mais enfin, ça c'est parce qu'il reste toujours la vie de la forme. Et c'est cette vie de la forme qui prend 7 jours à s'en aller. Alors, cette vie de la forme, quand on l'éduque, elle est capable même de faire bouger le corps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, l'être n'est plus là, mais la vie de la forme est capable de faire bouger le corps. Et en tout cas, capable de faire prononcer des paroles. Eh bien, pour une raison quelconque que je ne me souviens plus, mais qui était évidemment une négligence de Théon, parce que Théon avait été là pour veiller, n'est-ce pas? Cet état-là n'est pas tout à fait sans danger. Et la preuve, c'est que pendant que j'étais en train de travailler, le cordon, je ne sais pas comment on l'appelle, mais ce lien, n'est-ce pas, pop, a été coupé par une mauvaise volonté. Et quand j'ai voulu revenir, n'est-ce pas, quand il était temps de revenir, je ne pouvais plus passer. Mais alors, n'est-ce pas, j'ai pu le prévenir. Je l'ai prévenu, je lui ai dit, cordon est coupé. Et alors, il s'est servi de son pouvoir et de sa connaissance pour me faire revenir, mais c'est pas une plaisanterie. C'était très difficile. Et alors, c'est là que j'ai eu cette expérience des 2 états différents. Parce que là, n'est-ce pas, la partie qui était partie sans soutien du corps, le lien était coupé. Alors j'ai su. Et naturellement, j'étais dans un état spécial puisque j'étais en train de faire du travail en pleine conscience, avec tout le pouvoir vital, et que j'étais maîtresse non seulement de mon entourage, mais tout ça. Mais alors, n'est-ce pas, c'est une sorte de renversement de conscience. On commence à appartenir à un autre monde. Et ça, on le sent très bien. Maintenant, n'est-ce pas, il m'a tout de suite demandé, moi ça m'intéressait, j'étais en train de faire des expériences. Je me préparais à me promener. Et lui a eu une faute terrible, je lui claque entre les mains. Alors, il m'a supplié de me concentrer. Alors, je me suis concentrée sur mon corps. Mais quand je suis rentrée, ça fait horriblement mal. Horriblement mal. Une douleur aiguë. Affreux. Affreux, c'est comme si on rentrait dans un enfer. Dans un enfer. Dans un enfer. Hein? C'est affreux. Ça ne dure pas. Il m'a fait boire un demi-verre d'alcool.
cognac. Il m'en faisait prendre tous les jours après. Parce que je restais plus d'une heure en transe, ce qui est une chose généralement interdite à travailler. Mais enfin, je suis bien sûre que si c'était pas moi et que si c'était pas lui, c'était fini. Je ne serais pas rentré. Alors je sais un petit peu, même dans ma conscience la plus extérieure, un petit peu je sais ce que c'est. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est plutôt la comparaison qu'on pourrait faire, ce serait plutôt une redescente dans l'inconscient. C'est plutôt ça. N'est-ce pas, une sorte d'invasion du tamas, une redescente dans l'inconscient. Naturellement, au fond de l'inconscient et la conscience divine, nous savons tout ça. Mais apparemment, c'est une redescente. Il y a des gens qui redescendent presque tout complètement dans l'inconscient, qui sortent de leur sommeil beaucoup plus abrutis, ils sont entrés. Mais pour certaines raisons, nécessité de travail probablement, je n'ai jamais eu, de ma connaissance, un sommeil tout à fait inconscient. Et il y avait une autre chose, c'est que même enfant, très jeune, tout d'un coup, au beau milieu d'une action ou d'une phrase ou quelque chose, j'entends. Personne ne savait ce que c'était à ce moment-là, tout le monde croyait que je m'endormais. Mais je restais consciente, avec un bras levé, n'est-ce pas, ou au milieu d'un mot, et puis, plus rien. Extérieurement, plus rien. Intérieurement, une expérience assez aiguë, n'est-ce pas, intéressant. Mais ça m'est arrivé même assez petit. Je me souviens, je devais avoir 10 ou 12 ans. Il y avait un déjeuner chez mes parents, il y avait une douzaine de gens, tout le monde était comme ça. C'était des gens de la famille, mais enfin c'était un déjeuner et il y avait un certain protocole, enfin, il faut se tenir convenablement. Et j'étais à un bout d'une table avec un cousin germain à moi, qui plus tard est devenu directeur du Louvre pendant un certain temps. Enfin, c'était une intelligence artistique. Un garçon assez capable. Et alors, on était là et je me souviens que j'étais en train de percevoir quelque chose dans son atmosphère qui était assez intéressant. Je ne savais rien. Si on m'avait parlé d'aura et tout ça, rien. Je ne savais rien des choses occultes. Mais les facultés étaient déjà là. Et alors j'étais en train de percevoir une sorte de sensation que j'avais de son atmosphère. Et puis alors, au milieu du geste de mettre la fourchette dans ma bouche, je me suis fait attraper. On m'a dit que si je ne savais pas me conduire convenablement, je devais revenir à table. C'est à ce moment-là que je sortais toutes les nuits et que toutes les nuits je faisais ce travail dont j'en ai parlé dans les prières et méditations,
Et alors, j'étais seulement un mois en passant, mais c'était toutes les nuits à la même heure, n'est-ce pas, quand toute la maison était bien tranquille. Je sortais de mon corps et j'avais toutes sortes d'expériences. Et alors, petit à petit, mon corps est devenu somnambule. C'est-à-dire que le lien est resté tellement établi et la conscience de la forme est devenue de plus en plus consciente. Et alors, j'avais commencé à prendre l'habitude de me lever, mais pas de la façon des somnambules ordinaires. Je me levais, j'ouvrais mon bureau, je prenais un papier et j'écrivais des poésies. Moi qui n'avais rien du poème, j'écrivais des poésies. Je notais des choses. Et très consciemment, je remettais tout dans le tiroir, je fermais tout très soigneusement avant de me remettre au lit. Un jour, pour une raison quelconque, j'ai oublié. J'ai laissé ouvert. Et alors c'était ma mère qui me réveillait parce que tu sais ça en France, quand on ferme les fenêtres avec des rideaux épais. Alors elle venait le matin, et puis elle ouvrait le rideau comme ça, elle me réveillait beau. Seulement moi j'avais l'habitude, alors j'étais déjà assez prête pour me réveiller, autrement ça n'aurait pas été très fameux. Mais enfin, elle m'a réveillée en m'appelant, avec une autorité indiscutable. Et puis voilà qu'elle trouve le bureau ouvert, un papier. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors elle s'en est emparée, là. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, je ne sais pas ce que j'ai répondu. Mais il a été chez le docteur et il lui a dit, ma fille est devenue somnambule, il faut que vous lui donniez une drogue. C'était pas comme moi. Je me souviens une fois qu'elle m'avait me grondait très souvent. C'était très bien, c'était une très bonne discipline. Mais elle me grondait très souvent. Et puis pour des choses que je n'avais pas faites. Et puis alors, elle m'a attrapé une fois pour quelque chose que j'avais fait, mais qu'elle n'avait pas compris, que j'avais fait avec le meilleur de ma conscience. Elle m'a reproché comme un acte, qu'on ne devait pas faire. C'était quelque chose que j'avais donné à quelqu'un sans lui demander sa permission. Alors, d'abord, je me suis raidée et je lui ai dit, je ne l'ai pas fait. Alors, elle m'a commencé à me dire que je mentais. Alors, sans rien dire, tout d'un coup, je l'ai regardé et puis j'ai senti toute la misère humaine et tout ce mensonge humain. Et puis alors, sans, comme ça, des larmes en couleur. Alors elle m'a dit, quoi, maintenant tu te mets à pleurer? Alors j'étais un peu fed up. Je lui ai dit, oh, c'est pas sur moi que je pleure. C'est à cause de la misère du monde. Alors elle m'a répondu, tu deviens folle. Elle a tourné. C'était très amusant. Curieux. C'est curieux parce que je dis c'est curieux parce que c'est à cause d'elle que je suis née dans ce corps-ci, que ça a été choisi. Elle avait, quand elle était toute jeune, ça j'avais pas, elle avait exactement 20 ans de plus que moi. Elle avait 20 ans quand je suis née. Alors, à ce moment-là, j'étais le troisième enfant parce que le premier était un fils qui est mort en Turquie à 2 mois, je crois. On lui a fait un machin, comment est-ce qu'on appelle ça? Contre le petite vérole. Comment? Vaccination. Vaccination. Et on l'a empoisonné. Dieu sait ce que c'est.
Il est mort de convulsion. Alors après, il y a eu mon frère, n'est-ce pas, qui est né en Égypte, à Alexandrie. Et puis, il y a eu moi, qui suis née à Paris. Et elle avait exactement 20 ans. Et à ce moment-là, elle avait eu, c'était surtout après la mort du premier, il y avait une sorte de grande aspiration en elle qu'il fallait que ses enfants soient les meilleurs du monde. C'était pas une ambition, je ne sais pas ce que c'était. Et elle avait une volonté. Ma mère avait une volonté formidable, n'est-ce pas? C'était comme une barre de fer, absolument insensible à toute influence du dehors. Quand elle avait décidé, c'était décidé. Même si quelqu'un était là en train de mourir, elle n'aurait pas mort. Et alors, elle avait décidé ça, mes enfants seront les meilleurs du monde. Et il y avait une chose, c'est qu'elle avait le sens du progrès. Et qu'elle avait le sens que le monde progressait et qu'il fallait que nous soyons, n'est-ce pas, mieux que tout ce qui avait été auparavant. Ça suffit. Ça suffit, c'est curieux. Je t'ai raconté ce qui était arrivé à mon frère, non? Mon frère était un garçon terriblement sérieux et terriblement studieux. Oh, c'était terrible. Mais enfin, un caractère très fort aussi, une forte volonté. Et intéressant. Il y avait quelque chose d'intéressant en lui. Quand ils préparaient Polytechnique, je les préparais à eux. Ils m'intéressaient. Comme ça. Nous étions très intimes, il n'y avait que 18 mois entre nous. Il était très violent. Mais avec une force de caractère si extraordinaire que, après avoir failli me tuer 3 fois, la 3e fois, ma mère a dit la prochaine fois tu la tueras. Alors il a pris la résolution que ça n'arriverait plus, ce n'est plus jamais arrivé. Mais enfin, ce que je voulais raconter, c'est qu'à 18 ans, quand il était en train de préparer Polytechnique, juste avant, il a traversé une fois, je crois que c'était sur le pont des Arts, la Seine. Et au milieu, tout d'un coup, quelque chose. Il a senti quelque chose qui descendait en lui, qui l'a immobilisé, tellement fort qu'il est resté comme ça. Et alors il a pas positivement entendu une voix, mais c'est venu très clairement en lui. Si tu veux, si tu veux, tu peux devenir un dieu. Ça s'est traduit comme ça dans son livre. Et, n'est-ce pas, il a dit que ça l'avait pris tout entier comme ça, immobilisé, une puissance tellement formidable, et extrêmement lumineuse. Si tu veux, tu peux devenir un dieu. Et alors là, dans l'expérience elle-même, sur le moment, il a répondu non, je veux servir l'humanité. Et c'est parti. Et naturellement, j'ai bien gardé de rien dire à ma mère, mais nous étions suffisamment intimes pour quand il est venu, il m'a dit ça. Alors je lui ai dit, ben, tu en es un imbécile. Voilà. Ce qui fait qu'à ce moment-là, n'est-ce pas, il aurait pu avoir une réalisation spirituelle. Il y avait l'étoffe. Alors au lieu, un petit peu après, c'était en même temps. Non, c'était quelques années, 3 ans après, que moi j'avais eu cette expérience que j'ai dit, n'est-ce pas, de cette lumière qui a traversé, que j'ai vue matériellement.
qui était évidemment la descente d'un être. Pas d'une incarnation passée, d'un être d'un plan, c'était une lumière d'or. C'était une incarnation d'une conscience divine. Ce qui fait que ça prouve que pour les deux, elle avait réussi, n'est-ce pas? Elle n'a pas su ce qu'elle a pu. Mais mon frère, non, il était à genoux. Et ma mère n'avait, n'est-ce pas, méprisé tout sentiment religieux comme une faiblesse et une superstition. Et elle niait absolument l'invisible. Elle disait que tout ça, c'était des maladies cérébrales. Et alors, mais elle disait très bien, elle l'avait appelé Matteo, d'un nom italien, je ne sais diable pas pourquoi, à Alexandrie. Et elle disait, mon Matteo, c'est mon Dieu, c'est lui mon Dieu. Et elle a vraiment agi vis-à-vis de lui comme vis-à-vis de Dieu. Elle ne l'a quitté que quand il s'est marié. Parce que vraiment, elle ne pouvait plus continuer à être derrière lui comme ça. Et alors, n'est-ce pas, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, par exemple, quand son père est mort, le père de ma mère, elle l'a su. Son père, elle l'a vu, elle a pensé que c'était un rêve imbécile, n'est-ce pas? Mais il est venu la prévenir en lui disant qu'il était mort. Et elle l'a vu. Et elle a dit, c'est rien, c'est un rêve. Quand ma grand-mère est morte, ma grand-mère avait le sens de l'occulte. Mais elle avait fait sa fortune elle-même, et c'était une fortune assez considérable. Et elle avait 5 enfants qui étaient tous plus prodigues l'un que l'autre. Et alors elle me disait, moi, elle me considérait comme la seule personne raisonnable dans la famille. Elle me faisait ses confidences. Et elle me disait, tu vois, tous ces gens-là, ils vont me gaspiller tout mon argent. Elle avait un fils qui avait 60 ans parce qu'elle s'était mariée très jeune et qu'elle l'avait eu très jeune. Elle s'était mariée en Égypte, très jeune. Elle s'était mariée à 15 ans. Elle l'avait eu à 16 ans. Et son fils avait 60 ans. Et alors, elle me disait, tu vois, ce garçon, il sort, il va chez des gens impossibles, et puis il se met à jouer aux cartes et il perd tout mon argent. Et alors quand moi je l'ai vu, n'est-ce pas, j'étais là dans la maison quand c'est arrivé, il était venu très poliment lui dire au revoir, mère, je m'en vais là. Ah, s'il te plaît, ne gaspille pas tout mon argent. Et puis il prend un par-dessus, n'est-ce pas, parce qu'il fait froid la nuit. 60 ans. C'était très comique. Mais enfin, ma grand-mère est venue quand elle est morte. J'étais moi je me suis beaucoup occupée d'elle. Et elle est venue trouver ma mère. Et ma mère était avec elle au moment de sa mort. Et on l'a embaumée parce qu'elle voulait être brûlée. Elle s'était mise dans la tête, alors comme elle est morte à Nice, il a fallu l'embaumer pour la faire brûler ici à Paris. Bon. Moi j'étais à Paris. Alors ma mère est arrivée avec. Elle m'a dit, figure-toi, je suis tout le temps en train de la voir. Et puis elle me fait des recommandations, et elle me dit, ne gaspille pas mon argent. Alors j'ai dit, bon, elle a raison, il faut faire attention. Mais elle est morte, enfin, comment est-ce qu'elle... Je te dis qu'elle est morte, et bien morte. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que de mourir?
C'était très comique, tout ça. Voilà. Et enfin, comment c'est, n'est-ce pas? Il y avait une autre raison. Mon père avait une santé admirable et il était fort. En équilibre, il n'était pas très grand, mais trapu. Il avait fait toutes ses études en Autriche. À ce moment-là, on parlait beaucoup de français en Autriche. Mais lui, il savait l'allemand, il savait l'anglais, il savait l'italien, il savait le turc. Mais il avait appris à monter à cheval là, d'une façon extraordinaire. Il était tellement fort qu'en pliant les genoux, il obligeait le cheval à s'agenouiller. Avec un coup de poing, comme ça, il cassait n'importe quoi, une pièce de 100 sous. Les grandes pièces de 100 sous qu'on avait avant en argent, un coup de poing comme ça, cassé en deux. Et c'était curieux, il avait l'air d'un russe. Je ne sais pas pourquoi on l'appelait Barry. Et c'était certainement un équilibre physique extraordinaire. Et cet homme, n'est-ce pas, qui, je te dis, il savait toutes ces langues, et puis il était n'est-ce pas, au point de vue arithmétique, j'ai jamais vu un cerveau pareil. Jamais. Faire des comptes, n'est-ce pas, comme ça, en ce jour, sans moindre effort. Des comptes avec des centaines de choses. Eh bien, il aimait les oiseaux. Il avait une chambre à lui dans notre appartement parce que ma mère ne pouvait pas beaucoup le tolérer. Alors il avait sa chambre séparée. Et là, il avait une grande cage pleine de seringues. Mais toute la journée, il fermait la fenêtre et il laissait tous les seringues en liberté. Oh. Et il racontait des histoires. Il avait lu, je crois, tous les romans feuilletons possibles et toutes les histoires, tout ce genre d'histoires, d'aventures extraordinaires. Il aimait les aventures. Et alors, nous, quand nous étions enfants, il nous recevait dans sa chambre le matin, du bonne heure, il était encore assis au lit, et il nous racontait des histoires. Mais il racontait des histoires des livres qu'il avait lus. Mais au lieu de nous dire que c'était des livres qu'il avait lus, il le racontait comme si c'était des histoires à lui. Alors, il avait eu des aventures extraordinaires avec des bourligons, avec des animaux sauvages. Donc, les histoires qu'il avait pu ramasser, il les racontait comme les siennes. Nous, ça nous amusait formidablement. Mais un jour, mon frère lui avait désobéi. Mon frère devait avoir quelque chose comme 12 ans, je crois, à ce moment-là. Moi, je devais avoir peut-être moins, peut-être qu'il avait 10, 11 ans. Moi, j'avais 8 ou 9 ans. 9 ans ou 10 ans. Et j'entre dans la salle à manger et je vois mon père assis sur un sofa avec mon frère sur ses genoux. Et il avait enlevé son pantalon et il lui claquait les fesses. C'était pas très sérieux. Mais enfin, je ne sais pas qu'est-ce que mon frère avait fait, je ne sais pas, je n'en sais rien, je suis arrivée. Alors, n'est-ce pas, moi je me suis dressée de toute ma hauteur et j'ai dit, papa, si jamais tu recommences ça, je quitte la maison. Et d'une telle autorité, mon dit, il s'est arrêté, il n'a pas recommencé. Des histoires comme ça, tout à fait amusantes. Voilà. Enfin, je crois que maintenant je t'en ai raconté.